Les finances du trésor impérial étant embarrassées dans ce moment, son trésor particulier fourni aux dépenses de cette nouvelle guerre, l'ordre de sa maison était si parfait qu'il pouvait servir de modèle à toutes les administrations. Il était économe pour lui-même, grand et généreux pour les autres. Il s'était souvent l'exemple de Charlemagne qui faisait vendre jusqu'aux herbes de son jardin et ôta à Monsieur de Ragusa, son chambellan, la charge qui lui avait donné des dépenses de sa toilette parce qu'il lui faisait dépenser 1 000 francs par an. Il nous en parla au jeu. Pensez-vous, une telle somme pour moi qui ne porte qu'un petit habit d'officier? Aussi ai-je chargé des dépenses de ma toilette. Monsieur de Turenne, je lui ai fixé 24 000 francs et je ne veux pas que cela soit dépassé. Comme il était fort recherché pour les langes et qu'il en perdait beaucoup aux armées. Monsieur de Turenne peut arriver que cette économie était toujours aux expédients écœurés jusqu'après ses gants, qu'il laissait dans ses calèches. Tant d'économies donnaient à l'empereur les moyens de réparer la pénurie du trésor. Il accordait souvent aussi à des maréchaux, à des généraux, des hommes, des 200, des 300 000 francs pour payer leurs dettes et pour s'acheter une terre ou un hôtel. Avant mon départ pour la Hollande, il vint à un bal chez moi. Vous n'êtes pas aussi élégante que les autres princesses. Est-ce que votre mari ne vous donne pas une assez forte pension? Eh bien, je vous accorde 100 000 francs par an sur ma cassette. Mais il est remarqué qu'il ne donnait jamais plus qu'on ne pouvait dépenser. Le départ de l'empereur ne se fit pas longtemps attendre. Un matin, toute la garde nationale fut réunie dans la salle des maréchaux. L'empereur fit venir le roi de Rome qui prit dans ses bras et enterré de l'impératrice et de nous. Il annonça son départ pour l'armée et la confiance qu'il mettait dans sa garde nationale de Paris en lui confiant la défense de la capitale et celle de ce qu'il avait de plus cher. L'enthousiasme qui lui répondit n'était pas fin, car l'opposition était critique. L'intérêt général et particulier semblait reposer entièrement sur les efforts de son génie. J'ai vu des yeux remplis de larmes, dont l'émotion n'était pas jouée, et peu de jours après, ces mêmes hommes, non seulement abandonnant la cause de l'empereur, mais l'accablant des injures les plus grossières. Les soirs, j'étais seule avec l'empereur et l'impératrice a ne cessé de pleurer et l'empereur de l'embrasser pour la consoler. Il nous fit entrer dans son cabinet, il y fit la revue de tous ses papiers pendant que nous étions toutes les deux à nous chauffer auprès de la cheminée. Il brûla beaucoup de lettres et chaque fois qu'il se reprochait de la cheminée, il embrassait sa femme et nous disait « Ne soyez pas triste, ayez confiance en moi. Est-ce que je le sais plus mon métier ?» Et en serrant sa femme dans ses bras, il ajoutait « Je vais encore battre papa François, ne pleure pas. Je reviendrai bientôt. » Les armées ennemies s'avançaient lentement et avec crainte. Un congrès établi et châtillon donnait encore l'espoir d'une paix générale. Il m'avait semblé dans les dispositions prises par l'empereur devant nous que le total de cette armée qui allait résister à toute l'Europe s'est monté à peine à 50, 60 hommes, 60 000 hommes. J'étais effrayée de ces petits nombres, mais ces allants devions supplier à tout. Jamais il ne déploya plus de moyens et plus d'activité. On lui vit presque en même temps battre l'ennemi sur un point et à 30 lieues de là, le repousser sur une autre
et l'armée, le chef semblant se multiplier. On nous dit qu'en présence de la France, le génie et le courage de ses défenseurs trouveront de nouvelles ressources. Ce fut ici qu'avec un foyer de braves, l'empereur s'arrête à cette ligue européenne qui, sans la trahison, n'aurait peut-être vaincu. Le roi de Naples osa oublier tout ce qui devait à l'empereur et s'abuser assez pour espérer survivre à la chute de son protecteur naturel. Sa femme partageait à son horreur. L'ambition aveugle toujours, et le juste sentiment de ce qu'on se doit à soi-même est le meilleur guide à suivre dans toutes les circonstances. Et c'est lui qui ne trompe jamais. Mon frère, que l'empereur avait envoyé de très organiser une armée en Italie, s'y défendait avec vigueur et reçut de souverains alliés les mêmes propositions que Murat. Il devait conserver la couronne d'Italie s'il abandonnait la cause de la France. Sa réponse ne pouvait être douteuse. Il refusa et en instruisit l'empereur qui lui ordonna d'envoyer sa femme prête à coucher et ses enfants en France. Cette ère de méfiance est excusable dans l'homme qui vient d'être trompé si cruellement par un membre de sa propre famille. Enfin, ça, mon frère, la seule apparence de soupçon révolte une âme noble et délicate. Sa femme refusa avec énergie d'obéir et curieux s'enfermer dans la place de Mantua, put y faire ses couches au milieu des heureux de la guerre. Mais trouvant qu'elle ne pouvait être mieux qu'auprès de son mari, Eugène eut des avantages et sans l'armée napolitaine, il eut fait une diversion, une grande attaque dirigée contre nous et peut-être par là aidé puissamment les efforts de l'empereur. La France était dans la plus grande perplexité, le nombre de ses ennemis augmentait tous les jours. Les chambres silencieuses et dociles jusque-là murmurions hautement. Elles voulurent même se poser aux mesures d'un pouvoir qu'une longue habitude rendait absolu. Soulever en ce moment de telles discussions, c'était alors apprendre à l'étranger notre faiblesse et lui donner le secret de nous vaincre.